Mesdames et messieurs, bonjour. Pour finir en apothéose, ce Festival des écrivains du Sud, nous recevons deux authentiques auteurs, autrices, écrivains, écrivaines, comme vous voulez, du Sud, dont les livres collent parfaitement à la thématique de cette année, puisque La vie est un roman, et on a deux vies romanesques, pour le pire et pour le meilleur, qui sont narrées dans ces deux excellents livres. Le roman d'Éliane Kéramidas, Les enfants perdus de la roseraie aux éditions Vérone, et puis Exil de Delphine Blavy aux éditions du Bord du Lot. Donc pour vous présenter, au-delà de votre caractère sudiste, Éliane, vous êtes une avocate pénaliste, une pénaliste rouée, expérimentée, 40 ans de bar, c'est ça ? Vous avez plongé dans les plus grandes et les plus sordides affaires criminelles de Marseille et d'au-delà. Et c'est à ce titre qu'on a pu vous voir et qu'on peut encore vous voir dans un certain nombre d'émissions comme Faites entrer l'accusé. De quoi une expérience qui a pu nourrir votre inspiration riche et votre plume inspirée, puisque vous avez déjà publié plusieurs livres, plusieurs romans. Celui-ci est le deuxième, si je ne me trompe pas. Et également un essai très marquant, c'est une question qui revient souvent quand on est avocate et plus précisément pénaliste et qu'on défend des truands, des criminels. Comment faites-vous pour les défendre ? C'était chez Anne Carrière. Et ce dernier roman, donc, qui est tout aussi vrai, Les enfants perdus de la roseraie. On reviendra sur la genèse de ce roman, et surtout sa maturation, puisqu'il vous a fallu 3 décennies avant d'arriver à synthétiser cette histoire et à la raconter de la meilleure des façons. Alors Delphine, Delphine Blavy, vous êtes enseignante au collège d'Olioul, une passionnée de littérature, et c'est une passion que vous faites partager à vos élèves, mais aussi à vos lecteurs et lectrices dans ce roman Exil, qui est un véritable voyage, à la fois dans des contrées lointaines, mais aussi en soi, et qui nous amène à réfléchir sur notre condition. Donc un roman également très réussi. Donc évidemment, on va détailler tout ça, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de votre rapport à l'écriture, à toutes les deux. Alors Éliane, votre métier, c'est un métier du verbe, mais aussi de l'écrit, parce qu'avant de plaider, on rédige sans doute sa plaidoirie, en tout cas les grandes lignes, les grands axes. Et j'ai lu que vous vous étiez remise à vos premières amours, c'est-à-dire l'écriture, pendant un procès d'assises, où là, vous avez noté des impressions, des traits de caractère. Oui, j'écrivais des petites nouvelles. Oui, j'écrivais des petites nouvelles à partir de portraits que je faisais de personnages qui étaient qui se présentaient devant la cour d'assises à divers titres, comme témoins, comme policiers, comme avocats, comme ou coupables ou magistrats. Et donc je ne sais pas pour quelle raison, parfois je me mettais à croquer ces personnages, les psychiatres qui venaient dire des choses sur lesquelles on n'était pas toujours d'accord, les psychologues, les experts. Et donc, petit à petit, je me suis aperçue que ces petites nouvelles sont tombées entre les mains d'éditeurs et qui m'ont dit mais il faut écrire plus et plus longuement et de vraies histoires et d'un bout à l'autre, et je m'y suis mise comme ça. Voilà. Delphine, vous écrivez de la poésie, des nouvelles, et puis ce premier roman, Exil, l'écriture fait totalement partie de votre vie depuis vos 17 ans. Pourquoi avoir autant attendu avant de publier un premier roman ? Peut-être vous en aviez d'autres dans vos tiroirs ? Bon, alors j'ai toujours écrit, en fait, ça a toujours été en moi, c'était toujours présent, c'est-à-dire que j'écrivais tout le temps, mais je n'avais pas l'idée forcément tout de suite de le publier. Et puis ça demande du temps, en ayant des enfants, un travail à côté, on n'a pas forcément toujours l'opportunité de penser à ça, mais c'était toujours au fond de moi. Et donc j'ai persévéré et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille au bout de ce rêve, que je réussisse à écrire un roman entier. Et donc ce qui s'est passé, j'ai envoyé donc à plusieurs maisons d'édition et j'ai eu la chance, donc, parce que c'est quand même mon premier roman, donc cette année seulement effectivement d'être publié. Mais bon voilà, j'ai quand même accompli ce rêve, donc j'en suis ravie, dans lequel donc je peux raconter un petit peu tout ce qui me tient à cœur et tout ce que j'ai pu m'écrire à moi-même en tout cas depuis des années, quoi. Mais ça a pris quand même tout ce temps pour maturer et pour arriver au projet final qui est donc ce roman aujourd'hui en tout cas. Voilà. Félicitations. Parce que je sais en effet pour écrire aussi des livres que démarrer un livre c'est une chose, mais le mener à son terme, le finir et l'améliorer, le peaufiner, c'est toujours un énorme travail.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Eliane, les enfants perdus de la roseraie, avec cette affaire que vous avez, dans laquelle vous avez pénétré il y a 30 ans, parlons un petit peu du roman qui a précédé, Le violon de Leonardo, puisque ces deux livres sont liés. Et a priori, quand on lit la quatrième, on se demande, mais comment est-ce que c'est possible, puisque on découvre au premier abord la vie d'un jeune luthier et violoniste de Naples, Leonardo Gagliano. Et dans Les enfants perdus de la roseraie, on découvre un fait divers absolument sordide, mais qui est très révélateur de notre société. Alors, quelle est la passerelle ? Alors, je finissais d'écrire le violon de Leonardo, qui est une œuvre un peu, pas biographique, parce qu'elle ne me concerne pas, mais elle concernait ma famille, donc les Gagliano, dont vous avez dit le nom tout à l'heure. Et j'ai découvert en recherchant comme ça dans la biographie, en remontant les siècles, j'ai découvert le premier luthier qui avait fabriqué le premier violon Gagliano. Et donc je me suis intéressée à la vie de la musique en Italie pendant 3 siècles jusqu'à ce jour. Et pourquoi c'est lié à ce dernier livre qui n'a rien à voir? C'est un crime, comme vous dites, sordide. C'est l'histoire d'un matricide, une petite abandonnée à sa naissance, qui croit être abandonnée à sa naissance par sa mère et qui, le jour de ses 18 ans, sort de l'orphelinat en décidé à exorciser cette femme qui a porté le malheur dans la maison, dans la famille, et pour rompre avec cette malédiction, elle est elle-même enceinte d'un enfant qu'elle a fait dans des conditions, je raconte, et donc avant d'accoucher de cet enfant, elle veut rompre avec cette malédiction et elle tue sa mère avant d'accoucher de cet enfant. Donc c'est un matricide qui, le jour de ses 18 ans, le jour de la mort de sa mère et le jour de la naissance de son enfant, il y a une espèce de nœud gordien qui va se tisser autour de ça. Alors pourquoi ça a un rapport avec le violon? Parce que je me suis aperçue qu'on est tous les passeurs de l'histoire de nos générations. C'est-à-dire que on n'est pas, lorsque on vit notre présent, en fait, on est habité par toute l'histoire de notre famille, par les générations qui se sont précédées. Il y a un fil qui parfois s'interrompt, qui parfois se renoue, qui fait que on ne devient que ce qu'ils ont été quelque part autrement dans ce présent qui est le nôtre, mais je parle de la transmission. Et dans cette histoire de matricide, il y a un discours familial, et c'est aussi une tragédie transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle vient de loin. Voilà. Comme le violon vient de 3 siècles dans notre famille, ce crime venait de très loin, venait de la sorcellerie dont on lui avait parlé, de cette malédiction. Et surtout, je me suis rendu compte que ce soit la Sicile dont je parle, puisque je suis d'origine sicilienne, longuement sur des siècles, ou que ce soit cette petite d'origine gitane, je me suis aperçue que les générations de superstitions qui habitent des personnages font qu'à un moment donné, les actes que l'on commet, les crimes que l'on connaît, sont portés parfois par des discours familiaux qui ont entraîné une superstition que l'on veut combattre et que l'on croit être une malédiction. Je crois que c'est Goethe qui disait les Siciliens et les peuples qui croient justement dans ces sorcelleries sont des gens qui sont coincés entre Dieu et le diable. Voilà. Ils n'arrivent pas, en fait, à faire la différence entre leur foi et leur croyance. Voilà. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait une relation entre ces 2 livres. Pourtant, une parle de musique et l'autre parle de crime, mais il y avait une relation dans ce phénomène transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on tire tous devant nous ce qu'on tire de derrière nous, c'est-à-dire qu'on a une histoire et on comprend, quand on finit par retracer notre histoire, on comprend d'où vient la violence, d'où vient notre force, d'où vient notre imaginaire, parce que des histoires qu'on nous raconte, en fait, on nous les raconte, mais nous, on se les raconte, et on les raconte, et elles se transforment, ces histoires, mais elles existent toujours, elles ont un fil conducteur qui fait que si on n'interrompt pas ce fil, eh bien, l'histoire se perpétue au fil des générations. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais... Si, c'est très clair. Voilà. Delphine, parlons un petit peu d'Exil, votre premier roman. Dans Exil, il est question d'exil intérieur, physique.
D'ailleurs, une dimension qui est peut-être commune aussi à vos deux univers, puisque vous, Eliane, également, vous êtes une enfant de Tunisie qui avait été arrachée à votre environnement, plongée à Marseille. Et Delphine, vous aussi, en tant qu'autrice, auteur, native d'Abidjan, si je ne me trompe pas, vous portez en vous cette dimension-là d'exil. Ça a nourri ce récit qui est précisément, on va y venir, le récit d'un exil et puis d'un départ pour mieux se retrouver. Alors effectivement, le fait d'avoir vécu moi-même donc, à l'étranger pendant une grande partie de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à mes 18 ans environ, donc notamment en Afrique, évidemment, ça a nourri toute mon existence, ça a nourri ce que j'ai pu écrire, ça a fait que du coup, j'ai eu envie de décrire ces pays dans lesquels j'ai vécu, ça m'a porté. Et donc forcément, même si cette histoire que je raconte dans Exil est une histoire fictive, elle est quand même fortement inspirée, donc forcément, de tout ce que j'ai pu vivre donc, en exil. Et ça a fait aussi que du coup, je me suis sentie aussi moi-même en tant qu'autrice ou même en tant que personne, vu que j'ai vécu en Afrique, que j'ai dû rentrer en France après pour faire mes études, je me suis sentie moi-même exilée, en fait, comme si j'avais quitté mon pays et que j'arrivais en France et que du coup, j'ai vécu cet exil à la fois physique, puisque j'ai quitté un pays qui était presque, je peux considérer comme le mien, enfin les miens, pour arriver dans un autre pays, donc un premier exil, et puis après une quête un peu d'identité aussi, de trouver sa place, l'Afrique, la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, comment faire en fait. Donc tout ça, ça a effectivement nourri mon écriture, mon intériorité, et ça a fait aussi que je me suis beaucoup questionnée sur ce côté identité, comment faire pour réussir à s'intégrer quelque part dans une société quand on a porté tout ça, quand on a vécu tout ça. Comment réussir à communiquer. Et donc c'est pour ça que dans mon titre aussi, j'ai voulu bien préciser que c'était un exil à la fois intérieur, donc au singulier, mais aussi un exil physique, puisque donc il y a ces voyages dans tous les pays que j'ai pu, en tout cas moi, faire et que fait mon héroïne. C'est pour ça que j'ai mis donc ces parenthèses, ce S entre parenthèses. Alors exil, c'est d'abord la quête de sens d'une femme, Soledad, âgée de 45 ans, qui est partie en exil elle-même, au fond d'elle-même, et qui va vouloir essayer de se retrouver. Elle part pour mieux se retrouver. La forme du récit est originale, puisqu'il y a une forme de mise en abîme. Un personnage prénommé Carlos se décide de remettre de l'ordre dans un garage, et là il tombe sur une dizaine de carnets écrits 20 ans plus tôt par Soledad, donc en 2017, écrit en 2017, puisque Carlos, lui, s'attelle à cette remise en ordre en 2037. Et donc il y a une sorte déjà en soi d'hommage à l'écriture dans cette façon de raconter le récit, sachant que les carnets en eux-mêmes, d'habitude, on aurait pu croire que ce serait à la première personne. Et là, Soledad elle-même se met en scène dans ses carnets en écrivant à son sujet à la troisième personne, comme si elle l'observait, qu'elle était elle-même exilée par rapport à la femme qui a voyagé, sur lequel elle porte un regard. C'est ça ou alors, en fait, oui. Non, c'est totalement ça. En fait, peut-être qu'elle a un petit peu de mal à s'avouer à elle-même qu'elle avait besoin de cet exil. Donc, du coup, elle adopte la troisième personne pour prendre une forme de distance, pour procéder à une sorte de distanciation, pour pouvoir se regarder à elle-même et puis pour finalement réussir à se trouver. Donc elle a eu besoin de poser ça sur ses carnets, mais en se mettant à la troisième personne pour pas forcément, pour limite se transformer elle-même en héroïne de roman. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle a choisi de l'écrire à la troisième personne, parce que c'était peut-être compliqué pour elle aussi d'avouer à ses enfants aussi peut-être, ou d'avouer donc à ses proches que finalement ce personnage dont elle parle, c'est elle. Peut-être qu'elle a voulu aussi faire comme si c'était un personnage fictif pour cacher un petit peu la réalité de ce qu'elle avait pu vivre quand elle était partie comme ça, loin, en fait. Oui. Vous écrivez, elle a choisi la troisième personne pour se raconter. Donc en effet, peut-être que c'est plus simple que d'assumer un jeu. Eliane, dans ce roman concis, vous nous avez exposé la trame, ce fait divers absolument sordide. On a une série de thématiques qui s'entrechoquent, qui nous happent, qui sont très variées. Alors, d'abord, moi, la première injustice qui nous interpelle, c'est d'abord peut-être celle d'Alice. Alice qui a été la victime d'un premier crime, et puis d'un second, Alice, donc c'est la mère de Claire qui tuera sa mère Alice. Alice et Claire, la mère et la fille. La mère et la fille. Ça paraît tellement fou
qu'on peine à croire que ça ait pu exister. Et pourtant, c'est la vérité. Chaque mot de ce roman est vrai. Voilà, tout est vrai. Alors peut-être que je l'ai retranscrit d'une certaine façon, mais quand j'ai rencontré cette petite, elle avait 18 ans, elle venait de tuer sa mère, elle était en garde à vue, elle venait d'accoucher en garde à vue de son enfant. Je ne connaissais pas son histoire. J'ai vu cette gamine, là, belle comme le jour d'ailleurs, et qui se demandait elle-même comment elle avait fait pour passer ce cap de le matricide. C'est quand même le crime absolu. Tuer sa mère, c'est bon. Et c'est étrange parce que cette petite, elle ne sait rien de son histoire. Elle ne sait que ce qu'on lui a raconté. Elle a vécu 18 ans dans un orphelinat. Elle a très peu de famille, elle ne sait rien de cette mère dont on dit qu'elle l'a abandonnée, que c'est une sorcière, que c'est une femme de mauvaise vie, etc. Elle a une haine terrible contre cette mère parce qu'elle a tout le temps recherché cette mère et l'amour de cette mère. C'est une enfant perdue. En fait, c'est une enfant à qui on a volé son enfance. Bon. Et donc, elle dit, le jour où je sors, je la tuerai. Mais elle porte on a armé son bras, elle porte le discours d'une famille malveillante qui lui a raconté des histoires, des mensonges. Et donc, lorsque je croise cette petite après la garde à vue et que le juge d'instruction me donne son dossier, je suis obligée de me confronter avec elle à une vérité et de lui dire cette vérité. Je lui ai dit, mais tu n'as jamais été abandonnée par ta mère. Ta mère, tu es issue du viol de ta mère par son cousin Germain, alors qu'elle se trouvait à la Roseraie. C'est pour ça que ça s'appelle les enfants perdus de la Roseraie. La Roseraie, c'est un orphelinat. Et ta mère n'a cessé de te chercher, mais on t'a volé à ta mère. On t'a caché. Tu n'as jamais pu la retrouver. Elle n'a jamais pu te retrouver. Donc, elle avait tué une bonne maman et pas une mauvaise maman. Et tout le dilemme de ce livre est là, c'est-à-dire la culpabilité de cette petite qui se rend compte qu'on a armé son bras, mais contre une mère qui était la mère rêvée et pas la mère racontée. Et donc, c'est l'histoire d'un malentendu et c'est l'histoire d'une injustice qui se perpétue. La première injustice, c'est la mère qui est à la Roseraie, à l'orphelinat, et qui se fait violer et arracher son enfant. La deuxième injustice, c'est elle qui vit, qui grandit aussi dans l'orphelinat de la Roseraie, une génération après. Et la troisième injustice, c'est son enfant qu'on va, dès qu'elle rentre en prison, placer à l'orphelinat et qui va grandir jusqu'à 18 ans à la Roseraie. C'est pour ça que j'appelle ce livre « Les enfants perdus de la Roseraie ». C'est-à-dire que c'est un lieu, cet orphelinat, qui a recueilli 3 enfants, 3 générations d'enfants perdus, d'enfants orphelins. Voilà. C'est un livre c'est une histoire vraie. Et si j'ai mis 30 ans pour l'écrire, c'est parce que je n'y arrivais pas. Pourtant, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai eu des dossiers difficiles qui ont fait l'objet de faits entre l'accusé de ci, de là, des multiples morts, des drames, des connexions. Bon. Mais ça, c'était intimiste. Ça, c'était une enfant qui me parlait de sa mère, moi étant mère moi-même, et ayant l'âge de sa mère. Il s'est passé quelque chose entre nous qui s'est noué d'un transfert que j'ai fait sur elle et elle avec moi. Et donc, je n'arrivais pas à m'extraire de cette vérité. Et quand je ne peux pas raconter la fin parce qu'elle est dramatique, et c'est dommage parce que si un jour... Oui, non, il faut garder quand même. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai mis 30 ans pour l'écrire parce que j'avais une telle culpabilité en moi que je n'arrivais pas à m'en extraire parce qu'en fait, cette petite, elle faisait partie de moi, quoi. Voilà. Mais tout ce que vous venez de dire aussi, ça pose une question énorme sur le rôle de l'avocat. Ah oui. De l'avocate, la façon dont on peut être happé par ces histoires. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que peut-être que l'écrire aussi, ça a pu vous libérer d'un certain poids, peut-être ? On n'en sort pas indemne. D'une histoire comme ça, on n'en sort pas indemne. On la porte toute sa vie jusqu'au jour où on finit par l'écrire et se libérer. Et encore. Mais enfin, on se libère déjà en partie. Mais on ne peut pas sortir indemne. Un jour, je me souviens, un journaliste, je ne sais plus d'où, me disait « Mais comment faites-vous pour faire comme ça pendant 40 ans, ce chemin de croix ?» Je lui ai dit « Mais on ressemble, les avocats pénalistes, on ressemble à des personnes qui marchent pieds nus sur des routes jonchées de cailloux. Et un jour, vous avez tellement les pieds en sang que vous êtes obligé d'arrêter. » Voilà. Je lui ai dit, je me suis arrêtée parce que je n'en pouvais plus. Voilà. Un jour, on n'en peut plus, quoi. De crime en crime, d'histoire terrible en histoire terrible. Et donc, on est entamé dans sa vie de femme. On est dans
centrifugeuse. On n'arrive plus à réfléchir dans sa vie de mère, dans sa vie de femme, dans sa vie dans sa vie tout court. Et donc, on est obligé un jour de lâcher. Et alors, comme on ne peut pas lâcher, c'est difficile, on écrit. Voilà. Alors, Delphine, votre héroïne ou anti-héroïne part, et elle part en bateau. Ce qui est rare. De nos jours, quand on part souvent en avion. C'est plus rapide. Mais le bateau a un atout, c'est que on prend le temps. Et on est peut-être plus en phase avec la terre, même si l'élément premier est l'eau sur un bateau. Et donc, au-delà de son côté romanesque, voyager sur l'eau a quelque chose de particulier. C'est quelque chose que vous avez fait également, que vous vouliez restituer dans ce roman ? Alors bon, déjà, la mer, c'est important pour moi. Donc, je voulais que mon héroïne puisse donc me ressembler et donc donner cet amour de la mer. Et le fait de faire une croisière comme ça aussi, ça a un côté très, très méditatif, très... je contemple le paysage, j'avance, je fais un long voyage donc sur ces flots qui m'emmènent loin. Donc c'était l'idée de partir aussi, mais pas forcément partir vite, partir en prenant le temps en fait, et donc ce côté contemplatif. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait partir sur un bateau. Et effectivement, je l'ai aussi moi vécu quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait 2 fois un séjour comme ça pour quitter. Donc j'ai quitté Toulon pour aller donc rejoindre le Sénégal sur un gros paquebot comme elle le fait là. Et donc évidemment, je me suis aussi beaucoup inspirée de ce que j'avais pu vivre, des sensations que j'avais pu ressentir, de la liberté que j'avais sur ce bateau, de pouvoir courir partout. Bon, évidemment, il y avait bien sûr la peur, peut-être éventuellement de tomber, mais bon, quand même, le fait de pouvoir parcourir toutes les coursives des bateaux. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais vécu et dont je me suis servi après pour écrire donc ce passage donc et ce départ donc de Soledad vers cet ailleurs. Elle ne sait pas trop où elle va, en fait. Elle part, mais après tout, ça aurait pu être n'importe quel bateau qui l'emmenait loin. Elle le prenait, elle partait, et voilà, c'était... Donc pour répondre à votre question précisément, oui, j'avais vécu ça et je m'en suis inspirée effectivement. Mais on sent, voilà, ça respire le vécu, ce livre, mais en même temps vous nous faites vivre ce que vous avez vécu, c'est la force du roman aussi, à travers ce voyage littéraire. Alors on voyage au Mexique, on voyage au Pérou, à Bogota, et vous avez répondu à cette question, mais puisque vous connaissez, mais vous nous donnez en plus envie d'y aller. Je pense à certaines spécialités culinaires. Il est question de poisson cru dans des feuilles de bijao, de ceviche, de verre de pisco. C'est ça aussi, l'écriture, c'est faire ressentir des émotions, des goûts, des senteurs, des odeurs. Vous aviez ça en tête, c'était conscient, c'était pensé ? Bon, alors il y a des choses que moi que je n'ai pas vécues, mais que je retranscris là. Donc si j'ai pu faire vivre ça comme si je l'avais vécu et que mon héroïne le fasse vivre aussi comme ça, tant mieux, parce qu'il y a des choses que j'ai retranscrites sans les avoir vécues moi-même. Donc du coup, je les ai rendues vivantes, voilà, comme ça, par le biais donc de la documentation ou donc le ceviche ou tout ça. Bon, ça, je l'ai pas vécu. Après, il y a d'autres choses que j'ai vécues, que j'ai retranscrites dans ce livre. Donc si tout ça, ça transparaît, tant mieux. Du coup, c'est un peu ça la magie aussi des mots et des émotions. Et j'espère avoir pu faire ressortir effectivement toutes ces sensations, ces qualités gustatives ou olfactives même, où je parle aussi beaucoup de la végétation parce que j'y tiens beaucoup et donc j'espère avoir pu faire aussi vivre ce côté un peu exotique et c'est donner envie aux gens d'aller donc visiter ces pays pour voir effectivement cette végétation aussi. Eliane, vous avez parlé de votre attachement à votre métier et de la transmission. Oui. Alors, précisément, la transmission a beaucoup joué. Il semble que vous ayez transmis votre amour du droit, puisque vous, éminente juriste, avez eu 2 garçons qui ont tous 2 mis leurs pas dans les vôtres. Ils ne sont pas devenus pénalistes, mais... Oui. Donc, oui. Vous avez quand même transmis cet amour du droit. Oui. Un est devenu doyen de la faculté d'Aix et l'autre est magistrat. Oui, c'est vrai que le droit, c'était notre quotidien. On en parlait. Ils venaient d'ailleurs me voir plaider aux assises quand ils étaient plus jeunes. Ils étaient, bon, comme tous les enfants, ils sont fiers de leurs parents. Mais c'est vrai que c'est ça la transmission, en fait. Vous racontez une histoire. L'enfant, il le prend comme il peut, comme il peut le prendre, mais il va le raconter lui aussi à ses enfants, puis plus tard. Et c'est ce fil conducteur. Vous voyez,
dans ce dossier, dans ce livre-là, les enfants de la roseraie, en fait, cette malédiction, elle se transmet de génération en génération. Elle veut la faire arrêter, cette malédiction, la petite, mais elle n'y arrive pas. Parce que c'est ce qu'on appelle, peut-être vulgairement, le destin. C'est-à-dire, elle est sur ce chemin et rien ne pourra l'interrompre. Elle continue cette vie de malheur dans laquelle s'est inscrite son histoire. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, on est tous inscrits dans une histoire familiale. On a tous en nous, on n'a pas que des gènes qui nous viennent de notre famille. On a aussi tout ce vécu qui s'est passé et qui nous est transmis, dont on récolte les fruits parce qu'on en entend parler et on en fait quelque chose, nous, dans notre mémoire, dans notre histoire, dans notre quotidien, voilà, dans notre discours aussi. Voilà. C'est sans doute aussi la façon dont vous leur avez présenté ce rapport à la loi, au droit, oui. Qui a une certaine plasticité, qui oui, s'adapte oui, aussi. Oui. Mais sans le vouloir, parce que vous êtes dedans et vous le transmettez, et vos enfants entendent ça au quotidien. Voilà. Mais j'ai entendu parler Delphine, et je me disais... dans le violon, je parle beaucoup de l'exil aussi, puisque toute cette famille sicilienne, après, s'est exportée, la moitié aux États-Unis, l'autre moitié dans le Maghreb. Et je me disais, ce qu'elle disait, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me disais, je ne sais plus, qui disait, quand on est exilé un jour, on est étranger toujours. Et je pense que c'est un peu ça qu'elle a voulu dire, Delphine. Pardon, hein, mais on est étranger partout où on va, parce qu'on a été exilé. Et dans le violon, je le dis, que cette famille s'est exilée, mais elle a quand même laissé ses gènes, elle a laissé cette transmission, elle a laissé la musique, elle a laissé l'histoire de cette famille. Voilà. Delphine, il y a également des injustices qui sont au fil du récit d'exil. Soledad va rencontrer au Pérou un homme prénommé Pablo, qui va lui raconter l'histoire de sa fille. Et Pablo est un médecin qui a séjourné en France et qui avait une compagne, une femme française. Et là, il s'est heurté à l'injustice de l'administration. Parce que l'enfant qu'il a eu avec sa compagne ne pouvait être reconnu comme sa fille pour des raisons d'ordre administratif. Oui, donc en fait, lui n'étant pas français, donc n'a pas pu vraiment reconnaître sa fille, en tout cas du moins en France. Donc il a pensé que partir donc, dans son pays et pouvoir ensuite revenir avec des papiers pour prouver qu'il était bien donc, le père de sa fille, finalement, il n'a pas pu, donc, pour des raisons administratives, effectivement, reconnaître sa fille. Et du coup, il n'a pas pu s'occuper d'elle. Il a dû partir après et il a été séparé d'elle. En fait, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne se passerait pas comme je le décris dans le livre. Je pense qu'il arriverait quand même à reconnaître sa fille, même en étant père étranger, vu que la maman était française. Mais bon, je voulais aussi évoquer donc, ces problèmes de personnes qui, parfois, en fait... vivent dans un pays, tombent amoureuses dans un pays, font des enfants dans un pays, puis au final sont obligés donc de nouveau s'exiler, quitter le pays parce qu'en fait on ne les accepte pas, on ne leur donne pas les papiers, on ne fait pas des choses qui... Donc ça pourrait rejoindre aussi peut-être justement les dossiers sur lesquels peut-être a travaillé donc, Eliane, donc parfois où des personnes seraient migrantes et seraient donc en situation irrégulière alors qu'en fait elles soient établies en France par exemple et vivent en France depuis des années. Donc c'est un petit peu le cas de Pablo qui finalement s'en va, retourne au Mexique et puis après revient en pensant pouvoir récupérer sa fille, se marier, faire plein de choses et en fait au final il est bloqué pour des raisons qui sont finalement des raisons de papier ou juste comme ça administratives en fait. Et comment l'histoire de Pablo va amener Delphine elle-même Pas Delphine. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une confusion. Va amener Soledad à précisément à se retrouver. Elle va prendre beaucoup de la douleur de Pablo, mais elle va essayer aussi de le consoler. C'était ça aussi le but de ce départ, c'était faire des rencontres et voir que elle pouvait aider d'autres personnes. Bon, en fait, elle est un petit peu, pas bien dans sa vie, donc elle part pour essayer de se sentir mieux et donc pas forcément de rencontrer plein de gens, mais enfin en tout cas de se rencontrer déjà elle-même.
Et quand elle voit Pablo pour la première fois et qu'ils commencent à discuter, et effectivement, elle se dit, tiens, en fait, ce qu'il a vécu, je peux, moi, peut-être, vu que je ressens ce qu'il ressent, peut-être que le fait de discuter avec lui, ça va peut-être lui apporter de l'aide. Je vais pouvoir lui parler, moi, de mon envie donc de changer, d'exil, etc. Vu que lui aussi, il est exilé, peut-être qu'on va réussir à se comprendre. Et donc, du coup, oui, elle se tourne vers lui pour... Mais bon, je pense que c'est ce que j'essaye de dire, c'est un petit peu une communion d'âme, hein, un petit peu. C'est un vécu qu'ils ont eu tous les deux qui fait qu'ils se sont retrouvés à un moment et qu'ils se sont compris, en fait. Je pense que c'est ça. Eliane, dans Les enfants perdus de la roseraie, vous abordez aussi une question qui est souvent au cœur de l'actualité, en tout cas une question sociale, la question de la détention. La détention des femmes, le rôle de l'administration pénitentiaire et son éventail de sanctions, la façon dont la santé mentale est traitée en milieu carcéral, la relation que les femmes détenues peuvent ou ne peuvent pas entretenir avec leurs enfants ou leurs enfants, la problématique des longues peines et le désespoir inhérent à ces vies de détention. Est-ce que tout ceci, évidemment, en tant qu'avocate, vous a marqué ? Alors, je voudrais vous dire juste, si je trouve la page, il y a un moment donné où la petite parle de la détention, mais je remarque, voilà. Ça vous dérange si je lis quelques lignes ? Elle dit ici, elle parle de sa prison, hein. Ici, nous ne sommes plus personne. Les jours se suivent et se ressemblent avec les mêmes couloirs, la même puanteur, le même quotidien misérable rythmé par des êtres durs et froids auxquels nous devons nous soumettre sans discuter. À la moindre dérive, c'est le prétoire et le cachot, que nous ayons tort ou raison. Nous subissons la violence du personnel pénitentiaire qui saisit toutes les occasions de se venger parce que notre prison est également la leur, celle dans laquelle ces gardiennes se sont enfermées, volontairement. C'est cela leur réalité. Elles évoluent comme nous dans ce monde d'exclusion et de laideur, un monde qui les étouffe. Alors seul le pouvoir qu'elles exercent sur les détenus constitue un palliatif à leur mal-être. Nous n'avons qu'un seul choix, survivre ou mourir. Il faut déployer beaucoup de force pour survivre, loin de l'affection de nos familles, de nos proches, dont les courriers sont lus avant que nous en ayons connaissance, pour nous dépouiller encore de notre intimité et de nos secrets. Ces lectures les amusent. Elles se moquent du peu d'émotions que nous recevons de l'extérieur. Tout est mis en œuvre pour nous faire lâcher prise. Elles savent que jour après jour, notre mémoire s'efface, la vie d'avant s'éloigne, les souvenirs, les paysages, les visages familiers et les voix disparaissent à la façon d'une mort lente. Voilà, je ne continue pas. Mais elles racontent qu'en fait, elles sont complètement déshumanisées. Et cette petite qui va rester 8 ans quand même enfermée dans la prison pour un crime qui est un malentendu énorme, quoi, avec une culpabilité nommable, elle ne supporte pas cet enfermement, donc elle va passer pratiquement sa vie au cachot. Et elle raconte le cachot, bon, je ne vais pas vous lire le cachot, mais elle raconte comment elles sont mises à nu, fouillées nues, c'est même indécent, c'est même sexuellement tragique, quoi, de la façon dont on les visite. Et elle dit que c'est tellement insupportable qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de disparaître. Voilà. Alors, je ne vous raconte pas le livre, mais vous comprenez que c'est toute une étude psychologique sur une jeune fille pas assez mature pour comprendre l'histoire de sa mère, pas assez mature pour comprendre le discours de sa famille. On a armé son bras, elle a tué, mais elle ne sait même plus, elle, pourquoi. Elle a perdu son enfant au passage. Elle qui ne voulait qu'une chose, c'est élever son enfant. Voilà, c'est une malédiction qu'en voulant supprimer, elle a perpétué. Voilà. C'est un livre très fort, je vous dis, qui m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie aussi. Hein. Voilà. Un livre qui se passe aussi en partie à Aix-en-Provence, puisque cour d'assises... Ça se passe à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Je raconte le procès avec des jurés ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont rien compris. Il y avait 2 femmes dans le jury. Et
tous les autres étaient des hommes, 3 magistrats professionnels hommes, un président de cour d'assises qui était connu pour sa sévérité extrême, et donc elle n'a pas été comprise. Chaque fois qu'elle voulait parler, on répondait à côté, quoi. Les magistrats répondent à côté ou la faisaient taire. C'est un procès, il est très dur ce procès, parce que je l'ai tout retranscrit, hein. On voit que cette petite, elle n'a jamais pu, depuis sa naissance, elle n'a jamais pu se défendre. Elle est victime d'une injustice perpétuelle et de rendez-vous manqués permanents avec sa vie, quoi, puisqu'elle passe toujours à côté. Voilà. Pour l'écrire, vous aviez gardé le dossier ou vous avez uniquement fonctionné à J'avais votre mémoire? J'avais gardé le dossier, puis j'avais la chance à l'époque que, bon, je ne suis pas jeune, donc c'était il y a 30 ans, on avait la chance de pouvoir avoir des dictaphones. Et donc, je l'ai beaucoup enregistré. J'ai beaucoup enregistré, d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, souvent il y avait des pleurs dans ces cassettes. Ça me remuait, quoi. Bon, mais j'ai pu avoir des phrases vraies, quoi. Ce dossier, il est totalement vrai, voilà. Il n'y a aucune falsification. C'est en ça qu'il est douloureux, quoi. Et les personnes qui l'ont lu me disent je ne peux pas le lâcher, quoi, la nuit, le jour, sur la plage, parce que on se dit mais comment elle va s'en sortir, quoi? Comment elle va s'en sortir si elle s'en sort? Voilà. C'est une histoire très dure. Bon, après, des doubles crimes, des triples crimes, des serial killers, des tout ça, bon, j'en ai eu dans ma vie d'avocate, mais ils ne m'ont pas marqué autant que cette histoire intimiste, vraiment, cette histoire profonde où j'étais face à face avec une enfant et j'arrivais pas à lui expliquer des choses de femme parce que c'était pas une femme, c'était une enfant. Donc elle a rien compris, quoi. Voilà, elle a rien compris. Voilà. Avant de vous donner la parole pour poser des questions à nos invités, une dernière question, Delphine, et puis vous aussi, Eliane, question double. Delphine, c'est votre premier roman. Est-ce qu'il y en a un deuxième en cours? Vous laissez un petit peu reposer les choses? Alors bon, oui, il y en a même 2 en fait. Il y a un roman policier, donc du coup, du coup, il y a de quoi faire. Hein, il y aurait beaucoup d'affaires à décrire. Bon, donc là, c'est totalement différent de celui que j'ai pu écrire là, puisque bon, un roman policier, c'est vraiment une intrigue. Bon, à moins de s'appuyer sur des affaires qui ont déjà eu lieu, c'est quand même compliqué. Il faut quand même tout créer. Et sinon, j'essaye aussi d'écrire des choses un peu pour la jeunesse. Donc oui, des projets en cours effectivement, et j'espère aller au bout aussi là. Voilà. Donc je m'y attelle. On vous le souhaite. Merci. Eliane, aussi, d'autres affaires Oui, alors moi j'avais commencé, là, il y a quelque temps, j'avais commencé un livre sur des histoires criminelles toujours, mais sur la fratrie. Et puis parler de frères et sœurs à une période où moi j'étais pas très bien dans ma vie de sœur. Voilà. Je l'ai pour l'instant abandonné. Et je suis partie sur un livre plus compliqué, mais quand même d'actualité, sur la manipulation. Voilà. Sur la manipulation. Voilà. Merci Eliane, merci Delphine, merci à vous. Merci Thomas. Merci. Alors on va prendre 2 ou 3 questions, ça dépendra de la longueur des réponses. Hein. Si vous avez envie de poser une question à nos invités, n'hésitez pas, sachant que au terme de cet échange, vous pourrez le prolonger sur la place de l'Hôtel de Ville, sous le chapiteau, puisque Delphine et Eliane se feront un plaisir de vous signer leur roman. Oui. Madame ? Soledad. Donc pourquoi l'héroïne s'appelle Soledad? Bon, elle est française, hein, l'héroïne, mais ce prénom, j'y tenais parce qu'en fait, l'un des premiers récits que j'ai effectués quand j'étais jeune, mon héroïne s'appelait Soledad parce qu'en fait, moi-même, j'étais très solitaire et je trouvais que donc le nom correspondait. En même temps, il y a l'idée de soleil dans sol et dad, l'état, enfin voilà, donc sol, le soleil. Et puis parce que je suis aussi d'origine espagnole, donc tout est lié en fait, voilà. Et donc après, du coup, tous les autres personnages du roman, vu que ça se passe au Mexique, au Pérou, ils ont tous aussi des prénoms, Pablo, etc. Mais bon, Soledad, c'était vraiment l'idée de quelqu'un solitaire qui s'en va, et puis c'était en référence pour moi. Hein. C'était pour moi par rapport à cette héroïne de jeunesse que j'avais utilisée déjà. Donc voilà pourquoi Soledad.
Pardon, je n'entends pas bien. Oui, je disais que par rapport à la vie de la jeune... Par rapport à La vie de la jeune dame... Oui, oui. Quelle est la finalité? Ah, la Ah, fin, si vous voulez la fin, il faut lire le roman. c'est pas possible, parce que le roman, il se termine de façon dramatique. Mais si je vous le dis, c'est tout le long du livre, vous vous dites comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir. Et c'est les dernières pages qui sont importantes, parce que c'est là qu'on sait ce qu'elle va faire de sa vie, quoi. Bon, ce qui précède aussi, hein, mais non, c'est le principe. On peut pas dévoiler ou divulgacher, comme dit l'Académie française. C'est pas possible. Non. Désolé. Mais c'est vraiment un roman tragique. C'est une histoire, c'est une vie tragique. Vous savez, je crois que on n'a plus besoin de Racine hein, quand on vit une histoire comme celle-là. On se dit que des tragédies, il y en a tout le temps, quoi. Voilà. Je parle de Racine, bien sûr, pas nos Racines. Racine, l'auteur. Ben, je viens aussi sur Delphine par rapport à l'exil, qu'elle a raconté plein de choses et tout. Ben, comment en elle-même elle vit, puisque moi qui suis là, moi aussi, je suis un exilé politique. Et donc, je me dis, mais comment elle vit cette vie-là pratiquement? Parce que quand on dit on se sent toujours étranger. Donc justement, en fait, je pense que l'écriture, ça aide aussi pour ça. Le fait d'écrire, ça permet aussi de se sentir peut-être moins seul, du coup peut-être moins exilé, parce que du coup, ça devient notre famille, l'écriture, en fait, si vous voulez. On a ça en soi, on sera toujours un exilé, en fait, ou une exilée. Donc finalement, on se parle à soi-même à travers ces livres, puis comme ça, on se dit que les gens vont nous lire, ils vont peut-être nous comprendre. La preuve aujourd'hui, peut-être qu'on se comprend peut-être un petit peu, voilà, chacun en ayant vécu un exil différent. Mais je pense qu'effectivement, une fois qu'on l'a été, on le reste toute sa vie. Et donc, on part un petit peu comme mon héroïne en quête de soi-même. Et puis, au final, on revient à l'endroit où on a trouvé peut-être un équilibre. Donc, moi, mon héroïne, elle revient vers Toulon parce que c'est là qu'elle a trouvé son équilibre. Mais au final, elle restera toujours, je pense, en elle-même exilée. Donc, comment elle le vit, elle essaye de le vivre du mieux qu'elle peut. Voilà. Ni l'une, ni l'autre, ni même l'enfant, qui aujourd'hui a 30 ans et je sais qu'il vit dans la région d'Aix-en-Provence. Je m'attends à ce qu'un jour ils viennent me voir et me disent parlez-moi de ma mère et je le ferai volontiers, mais pour l'instant je ne bouge pas. Donc leurs noms sont des noms d'emprunt. Les prénoms sont faux, mais l'histoire est totalement vraie. Je suis obligée de changer les prénoms, c'est obligatoire, non, voilà. Oui. Ah non, mais d'ailleurs, il avait fait beaucoup de bruit, ce dossier à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, mais bon, il y a des années, mais on en avait beaucoup parlé, il avait fait des émissions télévisées, des journaux, des pages entières. On la connaît, l'histoire, mais maintenant, elle est vieille, quoi, elle est... De toute façon, pour dire ce que dit Delphine, chaque écrivain n'écrit que ce qu'il est. C'est-à-dire, on parle toujours de soi dans un livre. Quel que soit le livre, même si le sujet est loin de nous, on parle toujours de soi. Voilà. Merci Eliane, merci Delphine, merci à vous. Bon, une dernière question et après on a la prochaine rencontre de ville. Merci.